Salut guys, bienvenue au Unlinkables épisode 8, podcast québécois où on parle l'Orcana compétitif, on décortique la méta, on parle des résultats, on débat un petit peu sur des points qui nous travaillent, on répond à vos questions aussi sur notre Discord et aussi sur YouTube. Puis de retour cette semaine avec Dan et JF. Salut les boys, comment ça va? Ça va bien, messieurs? Content de ton retour, justement, Billy? Merci. Petit break fort apprécié, mais de retour avec vous pour les prochains épisodes. On va commencer tout de suite, guys. On a des questions, puis je pense qu'on va débattre un petit peu de ce côté-là aussi. On a eu une question de Janie et Eric lors du dernier, sur un de nos chats, qui nous posait la question par rapport souvent au Steel Song qui joue Flutes. Puis on nous a demandé, est-ce qu'il y a des chansons ou des actions qu'on peut pas jouer sans avoir un target durant notre play? Donc, pour peut-être expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est est-ce qu'il y a une carte qu'on ne peut pas jouer si les requirements ne sont pas pleinement complétés sur la carte. Donc, ce qui veut dire, peut-être un petit exemple, là, Dan, je sais que tu en avais une coupe en tête qu'on pouvait faire ou quelques-unes qu'on pouvait pas faire, JF, que tu avais regardé. Donc, je sais pas si vous voulez peut-être répondre un petit peu plus à cette question-là, puis aller un peu plus en détail dans qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que Dan, je vais te laisser aller avec peut-être les premiers exemples que tu as. Ouais, ben une des cartes que je pense, parce que j'ai commencé à jouer un peu avec Steel Song aussi là, dernièrement, juste parce que Rip Bucky. Fait que une des bonnes chansons, c'est Let the Storm Rage On. Ouais. C'est vraiment comment c'est écrit. Fait que tu dois deal 2 damage sur un character, point. Et le point est important, tu piges une carte. Fait que dans le fond, tu peux faire le deuxième effet, le deuxième resolve, si on veut, de la carte, sans avoir le premier parce que tu n'as pas de target. Fait que ça, c'est bon. Puis une chose qui est importante aussi, c'est si ton seul target, c'est des bonhommes de ton côté, ben c'est les bonhommes de ton côté que tu dois faire le 2 de damage. Fait que, mais si le board est clear, tu peux quand même piger ta carte. Je sais, dans Steel Song, je joue Bare Necessities, puis GF t'en a parlé tantôt aussi ensemble là, dans notre discussion, mais Bare Necessities aussi, c'en est un que tu peux regarder dans la main puis dire comme, ben ok, vu dans la main, t'as pas nécessairement un target, tu sais pas, où il n'y a pas de main, puis tu peux le faire, puis juste comme pour trigger ta flûte, admettons. Fait que ça, c'est comme deux que je pense vite de même. GF, je sais pas, t'as-tu du removal, à quoi tu penses? Moi, un des points que j'ai soulevé, c'est ça, il y a une carte, un prérequis dans le sens comme Teeth and Ambitions. Deal 2 damage to one of your character, 2 deal damage to opposing character. Là, c'est sûr que tu peux pas la faire si t'as pas de personnage en jeu. La question que je me pose, par contre, je viens d'y penser direct là, dans certaines situations, mettons qu'on aurait des flûtes avec du rouge. Là. Tu deals 2 dommages entre tes personnages. Est-ce que tu es obligé, s'il n'y a pas de personnage sur le board adverse, de donner le 2 dommages additionnel à un autre de tes personnages à toi? Ou ça sonne le faire bon? Oui, parce que voilà, j'ai joué Titan Ambition durant le 7-3, là, pour ceux qui se rappellent avoir joué contre moi avec le vert rouge. Puis souvent, j'utilisais Titan Ambition sur Donald Duck pour Quested 5 Evasive. Puis si justement il n'y a pas de perso de l'autre bord, tu es obligé de répartir ces deux dommages-là ailleurs. Fait que super important de faire attention à ça parce que si tu te ramasses avec un 4 de dommages, puis si tu le chantes avec Ursula, ben c'est sûr que tu peux négocier le fait que tu le chantes pas deux fois. Mais Titan Ambition, c'est un très bon. Là. Parce que Titan Ambition va te dire to deal 2 damage to another chosen character. Ça dit pas another exact. chosen opponent character. Fait que, puis je pense que c'est important. Vas-y, Jeff. Puis il y a d'autres cartes aussi comme, mettons qu'on va plus loin dans vraiment action, comme Dragonfire. Dragonfire. Ouais, c'est exactement. Que ça dit banish chosen opposing character, ben c'est le même principe. Tu peux la jouer et ne pas bannir de personnages adverses parce qu'il n'y en a pas en jeu. Si tu voudrais dans certaines situations, il y a des personnages comme exemple Pete dans cette 3, la carte vert Ward, qui coûte 5 en crabe, qui est 3 et 4, qui a plus 2 d'attaque durant son tour pendant qu'il y a une action qui est jouée. Fait que c'est sûr que techniquement, il y a des actions comme ça que tu pourrais jouer dans le beurre pour booster un personnage s'il y a une interaction qui se fait là.
Ben, tu pourrais pas le jouer si Pete était là, en fait, parce que ça dit pas opposing, Banish celle-là? Chosen Character. Puis si ton... Non, ça dit pas opposing. Fait que, dans le fond, toi, tu peux banish tes propres dudes. Parce que Ward ne s'applique que sur les effets opponent. Bon point, je viens de le voir, justement, j'étais certain que c'était opposing. Dans le cas où on aurait une carte, ce serait juste simplement banish opposing character, on pourrait la jouer dans le beurre, puis il n'y en a pas. Mais là, c'est chosen, fait qu'il faudrait choisir soi-même. Fait que c'est sûr, dans ce cas-là, c'est pas très, très avantageux. On s'entend. Average. Après, Average is Ouais, fit. ce qu'on appelle un... de 2, tu te bannis toi-même. Yeah! c'est ce qu'on appelle dans le jargon un misplay, ça. C'est ce que je comprends. Mais ça revient un peu à ce que je voulais dire juste avant que je te laisse aller, Jeff. C'est important de lire les cartes. Puis je pense qu'on passe rapidement des fois au travers d'une carte sans nécessairement porter attention à justement tous les termes qu'il y a sur une carte. Opponent, chosen character. Prenez le temps de regarder vos cartes parce que souvent on joue vite en tournoi parce qu'on est stressé ou on pense qu'on fait le bon jeu. Puis finalement, ben on misplay sur des affaires comme ça de justement tu joues ta carte puis finalement c'est plus juste opponent character puis où l'autre il est ward puis là ben tu peux plus le faire sur lui, fait que t'es obligé de le faire sur le tien là. Ça peut faire mal, c'est un misplay, fait que souvent les gens vont te laisser reprendre ton jeu puis à moins que ce soit comme dans des gros tournois le DLC de Toronto, je pense pas que la personne va te laisser reprendre ton jeu. Ils vont juste te dire too bad, so sad, non. Tu viens de la jouer, t'as payé ton oncle, that's it. C'est carte. important. Je sais pas si, pour avoir joué avec Pokémon, je sais pas si c'est la même chose. Puis peut-être que là, des gens vont pouvoir nous guider un peu là-dessus. Mais je sais qu'à Pokémon, quand tu joues une carte, tant et aussi longtemps que ta carte est encore entre tes doigts, même si elle est déposée au complet, s'il y a un coin qui est encore entre tes doigts, elle n'est pas encore considérée comme jouée. Fait que ça, il faudrait peut-être voir avec peut-être ceux qui ont fait des tournois. Parce que du moment que tu laisses aller la carte, c'est là qu'elle est comme jouée. Mais tu peux très bien arriver avec une carte puis juste la déposer, faire oh non, attends une seconde. C'est pas ça que je voulais faire. On est rentré dans le technique, là. Ouais, mais c'est important parce que si tu te rends compte de ton misplay à temps puis que tu fais comme attends une seconde, là, j'avais pas catché cette partie-là, ben tu peux peut-être reprendre ton jeu puis faire attention à ça. Fait que, tu sais, souvent de jouer vite puis de pitcher toutes nos cartes rapidement sur le board peut faire en sorte qu'on se ramasse dans des situations qui peuvent être un petit peu plus difficiles à naviguer par la suite. Fait quoi, lisez vos cartes. Notre spécialiste des règles, Patrick Côté, c'est quoi son interprétation là-dessus? Je pense que c'est une bonne personne pour nous répondre. Oui, absolument. Puis c'est pour ça que je pose la question aussi, c'est que dans certains jeux, justement, tant et si longtemps que tu ne laisses pas aller ta carte, elle n'est pas encore en jeu. Fait, mais tu sais, l'Orcaner ressemble un petit peu plus à Magic, puis j'ai moins d'expérience de ce côté-là. Fait que je ne sais pas si à Magic, c'est la même théorie ou la même approche qu'ils ont quand on parle de in-play, puis pas encore in-play. Puis un autre qu'on n'a pas touché, je pense, c'est World Greatest Criminal Mind, qui est une chanson qui pourrait être popée pour les flutes. Mais je pense que celle-là, on peut la jouer même si on n'a pas... Ouais. Ben, c'est justement l'exemple que Janie et Eric nous avaient demandé pour voir si ça fonctionnait ou pas. Ouais. Là, je suis en train d'essayer de retrouver le wording exact sa carte. Là, on semble qu'on s'était dit que tu pouvais la jouer même s'il n'y avait pas de target. World Greatest Criminal Mind. Banish chosen character with 5 ou more. Fait que c'est sûr que si tu as un personnage à toi en jeu, il faudrait que tu le banisses. Par contre, même s'il n'y a pas de personnage de l'autre côté, tu la joues. Tu vérifies si la condition est jouable. Non, il n'y a pas de personnage à 5, fait que tu peux pas en bannir. Par contre, tu discartes et tu actives tes flûtes. Donc, ça serait en effet fonctionnel dans ce cas-là. Exact. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Eric puis Janie. Vraiment, le wording est super important. Puis je pense que ça va être de plus en plus important. Là, on voit beaucoup de cartes 7-5. Là, on va faire peut-être un petit sneak peek là, dans pas long ensemble. Là, puis on va voir que le wording peut changer énormément de choses là, avec toutes les nouvelles cartes qui sortent. Jeff, tu voulais nous parler aussi un peu de l'importance d'une équipe de pratique. Donc, on a Toronto là, qui s'en vient. On a beaucoup de monde autour de nous qui vont y aller. On a beaucoup de notre groupe aussi qui veulent y aller. On va voir sûrement des billets, 8 release bientôt s'il y a des gens qui cancellent. Donc, on a vu Fort Worth arriver quelques semaines avant
le DLC. Là, on parle de quasiment, quoi, en ce moment, 3 semaines? Plus ou moins 3 semaines avant Toronto. Fait que Pas ça mal s'en vient ça. vite. Pas mal Ça ça. s'en vient Ouais. vite. Puis, ouais, fait que Jeff, tu peux peut-être nous parler de ton approche ou de ta théorie sur les équipes de pratique. Ben, écoutez, c'est quand même assez simple, puis ça fait plusieurs semaines que je dis toujours l'importance de la pratique. Ben là, je vais aller avec un côté un peu plus, comment dire, psychologique de la chose. C'est que, en fait, devenir un meilleur joueur, c'est tout le temps bon d'avoir des commentaires extérieurs. Parce que nous, en tant que joueurs, en tant qu'être humain, on est des personnes émotives. Il y en a qui sont plus des robots que d'autres, comme Dan, écoute, il est mort en dedans. Aucune émotion. Non. Ah, bref, ce que je veux dire, c'est que on est Né de tous des même, né de personnes même. de nature émotive dans le sens qu'on va toujours avoir des préférences, on va toujours avoir des cartes qu'on va vouloir jouer, qu'on va essayer dans notre deck building de s'entêter à vouloir jouer la petite carte qui donne l'épice. Je suis la bonne personne pour en parler. Je suis moi-même comme ça. Je fais partie des joueurs et des joueuses qui aiment essayer de créer et non pas modifier. Alors, j'ai souvent justement la fâcheuse habitude de vouloir en faire à ma tête. Là où ce que je veux en venir, c'est que justement, en étant une équipe, ça nous aide beaucoup à avoir le insight, le retour des autres joueurs pour dire non, tu devrais vraiment pas jouer ça. Oui, mais non, tu devrais pas jouer ça. Oui, mais non, faut que tu écoutes. Je veux dire, des joueurs, c'est du monde qui vont avoir à cœur ton succès. Alors, c'est très bon justement pour ceux qui ont des équipes de pratique ou simplement un groupe de jeu avec qui ils pratiquent souvent. Ça aide à savoir, d'un, c'est quoi la force et la faiblesse des autres joueurs. Ça sert à savoir c'est quoi le style de jeu. Comme là, par exemple, le premier joueur de notre trio à être capable d'aller à Toronto, c'est justement Billy. On connaît son playstyle, donc avec son aide, on est en train de tous travailler sur un deck qu'on va pratiquer toute la gang pour l'aider justement à être prêt pour le tournoi de Toronto. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas chercher quand tu as une équipe. Alors, ceci étant dit, l'équipe va être bon pour un feedback, mais aussi pour te préparer pour un événement en termes de projection, je pourrais dire. Comme je vais me donner moi un exemple, c'est facile, je me connais. En fin de semaine, justement, pour mon set championship, j'avais goût de faire des épices un peu. J'ai cooké quelque chose de différent comme build. J'ai joué avec un green steel, mais qui avait la capacité d'aller faire mill aussi par la suite. Un deck un petit peu troll, comme le dirait notre collaborateur Alexandrou. Une chose, par contre, que j'avais pas pensé, c'était essayer d'estimer de quoi aurait l'air le playfield, de quoi aurait l'air la composition des decks au tournoi où je suis allé. Ça, c'est bon d'en parler ensemble parce que souvent, d'une semaine à l'autre, il va y avoir l'influence des résultats de la semaine précédente qui vont toucher. Comme là, moi, cette semaine, n'en ayant pas parlé à Dan, n'en ayant pas parlé à Billy ou à d'autres joueurs que je connais et que je respecte grandement, je suis allé là en me disant, il va y avoir beaucoup moins de Green Steel. D'après moi, ça va être beaucoup du Ruby Sapphire, puis il va y avoir sûrement beaucoup de Steel Song. Fait que je me suis dit, parfait, un gris vert différent va fonctionner. Parce que, ironiquement, comme moi, je suis pas un Bucky Discard, mon pire ennemi, c'est le Bucky Discard. J'aurais donc dû, en tant que membre d'une équipe, en parler à mes coéquipiers pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez, ce que je n'ai pas fait. Alors, je vous le dis, si vous avez la chance d'avoir des joueurs dans votre entourage qui vous aident à grandir en tant que joueur, profitez de leur feedback, profitez de leur expérience. Puis je vais en profiter pour faire mon mea culpa, pour dire, je m'excuse, j'aurais dû t'écouter un peu plus, Dan, et y aller plus avec un deck un peu plus méta. Puis je vais faire ce commitment. Un terme en français, parce que j'aime pas ça dire trop d'anglicisme. Je vais faire ce vœu de dire que finalement, pour les prochains événements compétitifs, je vais y aller avec ce que l'équipe me conseille et non pas y aller avec mes petits brews que j'ai pas le temps de pratiquer. Donc, ouais. Ça dépend le feel que tu vas avoir au tournoi aussi. Tu sais, comme si ton but c'est d'avoir du fun puis de jouer un peu différemment, c'est sûr que tu joues pas méta. Mais tu sais, comme moi, je donnais beaucoup de conseils comme quoi que, tu sais, même si tu joues un deck qui est off-méta, il faut que tu aies des tools ou des cartes prouvées méta dans ton deck. Tu sais, comme j'ai insisté fort sur l'importance de Mr. Smee, je pense, sur un de tes derniers deck builds, qui est comme une carte qui coûte 2, qui est 3-3, qui quest pour 2, qui est comme une carte méta en tant que telle, mais tu as besoin de ces cartes-là pour pouvoir faire fonctionner ton deck sur des. Parce que c'est des cartes prouvées, tu sais. Puis
encore une fois, tu sais, c'est comme, ça dépend vraiment de l'expérience que tu vas. Si tu y vas parce que tu te dis en tête, je veux gagner une Ursula ou je veux gagner un tapis, Ouais. t'es quasiment mieux de jouer méta. C'est vraiment dur de faire comme un deck vraiment bon puis de surprendre tout le monde comme le gars qui a gagné, je pense que c'est Ouais, Atlanta, le là, Purple le Mufasa. Mufasa mauve, là. Mais tu sais, l'affaire. Ouais, mais le monde, ils sont comme genre, ouais, ce deck-là était turbo spicy, tout. Je suis comme, faut pas s'exciter non plus, là. C'est une mécanique de Ouais. Madame Mime, puis Ouais. de Merlin. OK? Oui, il y a un Mufasa qui est une bonne carte qui va résister contre Be Prepared puis du Removal. Fait que c'est deux mécaniques prouvées que tu as comme mis ensemble puis qui fonctionnent bien. Puis Merlin puis Madame Mime, c'est la mécanique la plus brisée ou la plus strong du jeu, si on Exact. veut, en ce moment dans l'Arcane. Vous le voyez avec Ruby Deux. Amethyst qui fonctionne depuis Ben, Chapter 2 là, à cause de ça, mais il fonctionne aussi Chapter 1, mais c'était pas du bounce. Mais tout ça pour dire que ça dépend vraiment le résultat que vous voulez avoir. Puis oui, avoir une équipe de test, ça l'aide beaucoup parce que, tu sais, puis d'avoir une équipe de test qui est quand même variée, tu sais, du monde qui sont très méta, du monde qui sont un peu moins méta, du monde qui ont l'expérience à être très compétitif. Comme moi, je joue, tu sais, les gars vont dire que je joue très bien, mais je joue pas au niveau de Alexandru ou pas de côté, je voyage pas pour ces gros tournois-là. Fait que, tu sais, il y a comme des niveaux aussi de ça, mais je pense que autant que vous voulez y aller avec du fun, puis vous savez ce que votre deck est prêt à faire. Puis à chaque fois que GF il m'écrit ou m'envoie des photos de deck, je dis tout le temps la même chose. Qu'est-ce que ton deck essaye de faire? Tu sais, comme on parlait de mill. Ben, est-ce que tu as mis tous les outils pour faire du mill ou tu fais juste un peu de mill avec un peu de quelque chose d'autre ou avec un peu de quelque chose d'autre? Même chose si tu joues aggro. Si tu joues aggro, mais tu as 8 cartes qui sont ressources 7 ou 8, non. ben c'est pas un deck aggro. Tu sais, fait il y a de se demander qu'est-ce que tu essaies de faire avec ton deck, tu sais, qui, euh, qui est important aussi là, quand tu vas crafter Exact. ton petit deck Bien, spicy. bien résumé, Dan. Donc, pour les curieux, on va mettre justement le lien de mon build que j'avais fait pour le tournoi de samedi. Je vais parler des résultats un peu plus tard quand on va faire les résultats des 7 championships. Mais bref, ma liste de mon deck que j'ai appelé le Meg Mill va être dans les commentaires. Excellent. Ouais. Puis pour en rajouter un peu à ça, pour crafter des decks aussi, tu sais, comme Jeff, on parlait d'une question d'Eric qui est un bon joueur là, qui joue avec nous aussi. Puis l'affaire, c'est que je suis en train, comme avec Billy, ce qu'on va faire pour tester pour Toronto avec le deck qu'il veut faire, ben on va tester. J'ai testé aussi avec Eric la semaine dernière. J'ai crafté un build qui était vert-gris sans Bucky. Je me suis dit, regarde, Eric, tu veux te pratiquer? On va faire vert-gris parce que tu ne pourras pas jouer Bucky. Fait qu'on a pratiqué. Puis je suis retourné vers un build qui ressemblait beaucoup au 7-3, mais adapté avec des tools du dernier set. Donc, tu sais, il y avait des Diablos, il y avait Prince John, il y avait 4 Sudden Chill, puis tout ça. Puis il y avait le Cove. Tu sais, comme, puis j'en parlerai peut-être dans un autre breakdown, dans un autre épisode, là, en préparatif pour Toronto, peut-être celui de la semaine prochaine. Mais les lignes de jeu de ce nouveau deck-là, si vous aimez vraiment le playstyle de Green Steel, vous savez que vous ne pouvez pas jouer Bucky, j'ai peut-être un deck pour vous la semaine prochaine. Là, puis je vais le réessayer une couple de fois encore, puis je vous donne une... On parle d'équipe de pratique. Une affaire que je trouve qui aide aussi, qu'on fait peut-être pas assez souvent, justement, quand tu pratiques avec du monde sans qu'il y ait d'enjeu à la soirée. Là. Je parle pas d'une soirée compétitive qu'on fait les mercredis ou les lundis, mais de jouer avec du monde à main ouverte, des fois, ça peut aider aussi d'avoir tout ouvert. Ouais. Tu vois aussi le style qui peut être approché, puis les différentes stratégies des gens. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal à jouer ouvert avec du monde que tu connais, justement, parce que tu vas voir l'approche, tu vas peut-être jouer différemment, puis ça va te permettre de penser aussi différemment par rapport à ce que tu vois de l'autre bord. Fait que ça aussi, c'est important de le faire. Ouais. Puis pareil à ce que tu viens de dire, Billy, c'est important que vous jouez aussi à main ouverte, aussi de faire des stratégies de test, mais aussi vous jouez avec la main la plus brisée. Tu demandes à ton opponent, qui est ton testing buddy, tu sais, admettons qu'il joue avec Green Steel, tu dis, ben, pogne-toi la note draw, je veux voir comment mon deck il fonctionne contre ça. Fait que lui, il va prendre sa main Diablo tour 1, Diablo tour 2 avec une song, puis il va peut-être avoir le Cove dans sa main. Tu sais, fait que c'est une main qui est comme très dure à gérer. Mais tu veux voir comment ton deck réagit dans les meilleures situations, parce que quand tu vas dans un tournoi comme un DLC de Toronto, puis tu fais 9 rounds la journée 1, puis si tu te rends à la journée 2, puis tu en fais d'autres rounds, peut-être des 6-7 rounds, ben, au moins là, tu vas voir, c'est sûr qu'il y a une de tes games où est-ce que tu vas affronter une note draw, puis c'est très important, puis je pense que c'est les gars que
Alexandre et Pat qui en avait parlé, c'est jouer avec du monde différent aussi, qui ont des différentes lignes de jeu. Tu sais, comme moi et Billy, on pourrait jouer très différent avec le même deck, juste avec notre expérience de jeu et nos playstyles. Tu sais, puis, ta gestion change par rapport à qui tu es aussi. Tu ne gères pas un board de la même façon nécessairement de la façon que tu joues. Fait que je pense que ça fait un peu le tour du sujet équipe de training ou de préparation pour les tournois. Release des starter decks aujourd'hui, Shimmering Sky, énormément d'annonces aujourd'hui ou hier sur les cartes. Je pense qu'on a pas mal toutes les cartes qui ont été release, à l'exception des Enchanted. Là. Ouais, elles sont toutes révélées, sauf les Enchanted, ils ne sont pas toutes encore. En date on est lundi qu'on enregistre ça, puis on vous confirme que tout est bien sorti. Ouais, fait qu'on va commencer à avoir un peu de stratégies qui vont se discuter. De mon côté, je vais essayer de rester quand même loin de ça pour justement pas m'embarquer dans un piège de regarder 7-5 avant Toronto. C'est là que c'est dangereux aussi là, de commencer à jouer les nouvelles cartes puis t'embarquer dans les nouvelles affaires. Fait même chose, ça, équipe de pratique aide énormément à justement rester dans ton set puis rester focus sur la légalité du jeu en ce moment. Mais je pense qu'on va peut-être parler du 7-5. Là. Je vais peut-être passer un peu de temps cette semaine pour décortiquer les cartes. Peut-être vous demander votre opinion offline, les boys, pour savoir un peu c'est quoi vos grosses cartes selon vous, les top 10 de Dan puis de GF sur le 7-5. Puis à partir de là, on va peut-être regarder les cartes puis passer au travers rapidement pendant un prochain vidéo qu'on va uploader cette semaine. Là. Ouais, c'est peut-être le seul set que j'ai peut-être vu. J'ai peut-être vu 10 cartes. Je sais qu'on a des side chats, on a notre Discord où est-ce qu'on montre les cartes, mais j'ai peut-être vu comme 10 cartes. J'ai vu aucune carte aujourd'hui. Je voulais me garder un espèce d'effet surprise. Puis finalement, maintenant, je veux commencer un peu à faire une stratégie autour de ce que je veux jouer. Fait que dans le fond, je vais commencer à les regarder dans pas long, mais je pense que c'est la première fois que j'ai pas tant checké de cartes. Mais je serais très curieux de voir. Je sais que Vert essaie de pousser une stratégie de damage contre les bonhommes opposés. Là. Une stratégie que on avait quelques cartes comme Ring the Bell. Je pense que c'est avec Clarabelle ou quelque chose de même. Je suis pas sûr que c'est Clarabelle, peut-être. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a même des Robin Hood qui te permettent de faire ça. C'est juste que j'essaie de voir, parce que quand tu dis des damage au bonhomme opposé, tu parles un peu de steel. Fait ça te force un peu à jouer Green Steel d'une façon de damage. Fait que j'ai hâte de voir. Là. J'ai vu que l'Orcana pousse aussi beaucoup de Robin beaucoup Hood. Beaucoup de bleu aussi. À suivre. Là. Beaucoup de bleu qui a l'air assez powerful. On a vu du rouge, un Robin Hood rouge. Fait qu'on va en parler un petit peu plus en détail, là, mais on va passer un peu de temps cette semaine décortiquer ça. Peut-être regarder les cartes de chacune des couleurs. Puis on va en parler un peu plus en détail. 7 Championship, c'est terminé. Donc c'est derrière nous. Il n'y a plus de Ursula qui vont être disponibles. En fin de semaine, il y avait samedi le 27 juillet, il y avait le Gamekeeper, la jeunesse à Montréal. Je pense pas qu'il y a un de vous deux qui a été. Non. J'essaie de penser, il y a 2-3 personnes qu'on connaît qui sont allées, mais qui n'ont pas classé. Là. Ouais, ok. Ben, je sais qu'il y avait 28 joueurs, puis que c'est Simon Trottier-Lacasse qui a gagné. Fait que j'ai joué avec Simon back in the days à Pokémon. Très bon joueur. Félicitations Simon. Gagné avec Sapphire Steel, si je ne me trompe pas. On a aussi l'Univers Fantastique à Saint-Hyacinthe qui a tenu en même temps son 7 Championship. 22 joueurs. Là, je pense que c'est là que tu as été, toi. Tout à fait. GF, oui, c'est cela. Puis... Donc, si tu veux, je continue. Oui, c'est ça. C'est Philippe Asselin qui a gagné avec un Bucky Discard. Et fait particulier, je dirais, j'ai pas calculé, là, mais je pourrais dire sans trop me tromper qu'il devait avoir 11 ou 12 decks de Bucky sur les 22. C'était carrément 50%. Juste ça. Ah ouais, je regrettais amèrement de ne pas avoir mené mon Sapphire Steel. C'est tellement bon comme ça. Mais malgré tout, j'ai débuté 2-0 avant d'affronter un de nos amis, Renzo, qui m'a complètement lessivé avec Green Steel. Le double Bucky, trop rough. Bien joué la deuxième partie. J'avais fait un bon mulligan, j'avais été discipliné, ancré, pas joué de cartes pour garder mes cartes pour plus tard, que les cartes importantes j'avais encore en main. Double Bucky, ça te fait que le cucureuil t'a tué.
C'est ça. C'est pas mal ça. Match 4, j'ai joué contre. Pour la Ouais, dernière pour fois. la dernière Je suis fois. content. Dernière partie, j'ai joué contre un auditeur du podcast, Sébastien. Donc, bien content de le rencontrer. Hein? Villeneuve? Non, je pense pas que ce soit Villeneuve. Villeneuve? Je suis Non? pas mal sûr que c'est pas. Que- J'aurais tendance à dire que non. Je sais pas. J'ai jamais rencontré Sébastien Villeneuve. Mais bon. Fait que, bref, ça a été un très bon match. Ruby, ouais, ça a joué contre Ruby Nice. Amethyst. Très serré. Il m'a battu 2-1. Nice. J'ai failli gagner le dernier match, ce qui m'a fait 2-2. Puis par la suite, ben, on a eu droit à une avalanche d'intentional draw. Puis on va en parler un peu plus tard, mais bref, j'étais 9e après 4 rondes avec aucune chance de faire le top 8. On sent un petit peu d'amertume dans Mm. ton commentaire, JF. Attendez dans quelques minutes. J'ai déjà hâte d'arriver au prochain topo, je pense. On va finir les 7 championships du week-end. Il restait, dans le fond, le dimanche, il restait la boutique mythique à Québec avec 17 joueurs. C'est notre boy Pat Côté qui a remporté avec Blue Steel contre Kevin Anctil. Un deck un petit peu moins connu, le Lemon Lime, en finale. Fait que c'est quand même surprenant de voir Lemon Lime là, mais c'est on en a déjà parlé, c'est un deck, justement, on l'a décortiqué lors d'un de nos podcasts, puis c'est un deck qui peut surprendre, c'est un deck bien joué, peut être bien piloté, peut se rendre loin, puis justement, Kevin nous a montré aussi que ça se fait quand même très bien. Puis affronter pas de côté, fait que c'est pas, c'était pas de la petite bière, comme on dit. Et Alexandrou a fait top 4 aussi sur ce tournoi-là. OK, excellent. Bon, on arrive à session pétage de coche à GF. Avec GF, intentional draw. Qu'est-ce que tu veux? Vide ton sac, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ton problème? Là? C'est une discussion ouverte qu'on va avoir. Comme je vous avais déjà dit dans mon premier épisode, j'arrive d'un... J'ai pas un background comme vous dans plein de TCG pendant plusieurs années. C'est vraiment, je pourrais dire, le premier TCG que je joue de façon plus sérieuse, l'Orcana. Et j'ai de la misère à accepter puis comprendre le concept d'intentional draw. Je fais une comparaison sportive. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le hockey et le football. T'arrives en fin de saison au football, là. Si t'es sûr de faire les séries, on pourrait comparer ça dans un tournoi, le top 2, là. Ben, au football, ils vont faire jouer les backups puis ils s'en foutent de perdre parce que leur situation est déjà acceptée, est déjà sécurisée. Ben, c'est la même chose dans un tournoi. Moi, si le top 2, là, regarde, on est sûr de faire le tournoi, on prend un break, on va manger quelque chose, on fait une intentional draw. Ça, j'ai pas de problème avec ça parce que ça n'affecte pas le classement final. Par contre, là, ce que j'ai de la misère, c'est que dans le sport professionnel, si tu es sur le bord de faire les séries, ben, tu vas jouer ta partie, puis ça peut arriver des fois qu'avec un scénario improbable de si telle équipe gagne, telle équipe perd, puis un match nul ici, ben, l'autre équipe qui est à 9e, 10e va passer. C'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Dans les TCG, là, j'ai vécu un petit peu l'extrême, je dirais, en fin de semaine, dans une situation où ce que ronde 3, il y a eu 2 ou 3 intentional draw. Ronde 4, le top 8 au complet a fait intentional draw. Parce que le top 4 était toutes des 3-0-1 puis des 3-1. Comme moi, j'étais 2-2, mes 2 défaites contre 2 gars du top 8. J'étais le 9e joueur. Et malgré tout, même si je gagnais, aucune chance de rentrer dans le top 8. Je trouve ça fâchant. Je dois avouer que j'ai joué la partie avec beaucoup d'amertume dans mon cœur. Et pas même de plaisir. C'est parce que tu sais, si t'es creux et t'as déjà accepté que t'es pas dans le tournoi, tu te dis OK, regarde, on joue pour le plaisir. Mais quand tu te bats pour te rendre et que t'es à ça, puis à cause d'une technicalité dans le monde dans le droit, t'as aucune chance de te classer, je trouve que c'est pas fair play pis tout le kit. Là, je sais ce que tu vas dire. Ah ouais, mais t'as juste à être meilleur puis gagner tes premiers matchs. À un moment donné, si t'es 3-2, si tu gagnes tes 3 premières ou tes 3 dernières, si tu joues contre des gros joueurs puis t'as une meilleure fiche, dans le sens t'as une meilleure fiche contre tes adversaires, techniquement, c'est ça qui devrait faire la différence. C'est pas des intentional draws. Mais en tout cas, c'est ça mon pétage de coche. Je n'aime pas ça. J'aimerais qu'ils trouvent une façon de régler ça pour arrêter qu'il y en aille qui décident du top 8. Je vous écoute, messieurs, essayez de me convaincre du contraire. Gagne tes 3 premières games. Ben, je vais pas te convaincre Ouais, c'est ça. Je vais pas te convaincre du contraire. Ce que je vais te dire, par contre, parce que quand tu as un mindset sur quelque chose, on peut pas vraiment le changer. Pas toi en général, mais quand tu as une décision sur de quoi ou d'une façon, c'est très dur à changer. La réalité, là, c'est que c'est dans toutes les TCG. Dans beaucoup de TCG. Ouais.
Puis le truc avec ton comparaison de sport que j'aime pas, parce que le sport, c'est backé par des millions de dollars de ads, de revenue. Les athlètes sont payés des millions de dollars. C'est pas juste ça. Je pense qu'on rajoute la comparaison sportive. T'as des gens aussi qui ont payé des centaines de dollars pour aller voir jouer les athlètes. Là. Fait que, tu sais, même quand que ta comparaison sportive arrive, là, de l'équipe fait jouer les backups, là, moi, là, ça me fait chier. Puis, pardon le mot, là, mais d'avoir mis 350$ sur un billet de football, puis finalement, c'est le corps arrière, 4e string, puis les receivers qui sont des running backs. Tu sais, je veux dire, pour les fans, c'est pas la même game. Puis pour ajouter à ton TCG, ça t'a fâché parce que t'étais 9e. Je suis certain que si t'étais 8e puis tu t'assurais d'une place en top 8, t'aurais intentional draw. Le pire là-dedans, c'est que t'as probablement raison, mais ça n'empêche pas que... Tu peux pas dire probablement, parce que tu sais que j'ai raison là-dessus. Bon, ben, regarde, ça dépend si... L'affaire, c'est pas ça aussi. C'est comme, il y a l'aspect aussi, GF, derrière le... Tu sais, admettons, je sais pas combien de temps ça a duré Oui, c'était best of 3. Ça a quand même roulé pas si pire. Best of 3 ou... OK, best of 3. OK, best of 3, mettons, tu arrives dans le top cut, puis tout, ça va t'avoir pris quasiment 6-7 heures. Tu sais, comme tu arrives dans le top cut, puis tu le fais. La réalité, puis il y a beaucoup de joueurs un peu plus casual vont dire la même chose sur les ID. Le problème, c'est que quand tu as dépensé 5 à 6 heures dans une place, là, c'est sûr que tu peux rentrer bredouille. Fait que tu vas faire tout ce que tu veux pour tomber dans ça. Puis tout le monde qui est dans cette même position-là, comme dit Billy, va faire le ID. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes que ça leur est pas arrivé. Fait que sur papier, ils sont comme OK, peut-être que je le ferai pas. Mais comme Billy dit, si tu es juste outside du top 8, c'est fâchant. Mais c'est pour ça que si tu joues le meilleur que tu joues au début, le meilleur, tu vas être dans la position de pouvoir pogner et de faire ton ID. Là. C'est juste comme ça que ça marche. Je sais pas quoi rajouter de plus à part que j'aimerais ça qu'il n'y en ait plus, tout simplement, parce que c'est... Oui, tu peux dire, c'est bon, tu gagnes tes 3 premières parties, t'es correct, peu importe. Mais je trouve ça plate parce que ça nullifie le concept du comeback, le concept de se forcer pour revenir. Ça fait comme, bon, ben, prochain tournoi que je suis 0-2, je m'en vais chez nous. Écoute, 0-2, on s'entend que t'as quasiment aucune chance de remonter, mais c'est le fun de jouer et d'avoir l'espérance de... Ça dépend c'est ça, combien de rounds. Ça dépend combien de rounds. Je pense que c'était un des tournois des princesses. J'ai commencé 0-2, j'avais fini 3-2 ou 4-2, j'avais fini ça 9e, 10e. Mais il y avait le monde en haut, ils ont joué, puis il y avait des possibilités. Fait que je jouais en me disant, j'ai des chances. Il y a un ananas au bout du bâton. Tu sais, quand tu te ramasses que tu joues, puis tu es dans la dernière ronde, puis tu regardes à côté de toi les tables 1, 2, 3, 4, il n'y a personne d'assis. Tu sais, comme, je suis à table 5, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu regardes sur ton mêlée, puis tu vois idée. C'est comme, bon, ben, on s'en va-tu ou on joue pour le fun? Tu sais, c'est rendu ça, là. Fait que c'est quelque chose que j'aime pas, que j'aimerais qu'il enlève. Je comprends ton point que, en effet, après si longtemps que ça, tu veux sécuriser ta place, tu veux sécuriser ton prix. J'aime pas ça. Puis tu sais, il y a une affaire aussi avec Intentional Draw, puis je vais revenir à mon set championship que j'ai fait, où est-ce que je jouais justement rouge-vert, puis que j'ai ID, je pense, 5e ronde, parce que ça m'assurait d'un spot. Puis quand j'ai ID, j'avais pas vu le deck de l'autre personne, puis justement, je jouais rouge-vert, fait que, tu sais, un peu n'importe quel deck, sauf l'ancien... Green Steel qui était mon pire match-up, mais Green Steel n'était pas si populaire dans ce temps-là. Je pense qu'au Awesome, quand j'ai joué, il y en avait 2 dans le top 8, puis le reste c'était pas mal du Ruby Améthyste, puis Ruby Améthyste, j'avais de la facilité à jouer contre. Puis j'ai ID pour me classer dans le top 8, puis finalement je jouais contre un gars qui était Blue Steel. Mais Blue Steel contre mon rouge-vert, là, je l'ai ouvert parce qu'on a juste joué pour le plaisir pour jouer. Puis je l'ai ouvert les 2 games. Je pense que c'était 20-0 puis 20-1. Fait que j'aurais, finalement, à place de finir 5e puis me ramasser à jouer contre un Green Steel, j'aurais fini probablement 2e dans le tournoi parce que je me serais rajouté une victoire de plus. Puis j'aurais rejoué contre ce gars-là en plus, qui était 7e. Fait que c'est double tranchant là. Double tranchant. Parce que tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas finir parce que veux pas tes points après ça, ça dépend
du match-up de tes opponents, puis tout ça. Il y a, il y a, il y a, il y a une affaire aussi qui est importante de mentionner avec le ID, c'est que, tu sais, oui, c'est important de rentrer dans son top 8 quand tu as dépassé autant de temps là, puis c'est tout à fait comprenable. Moi, je le comprends, en tout cas. Mais le downside est exactement ce que Billy dit. Peut-être que vous avez ID vos 2 derniers matchs, puis là, à la place de vous retrouver premier ou deuxième seed, qui va commencer tout le long en top cut, ben là, vous vous retrouvez 7e, 6e, 8e. Puis là, finalement, ben, tu te pognes des pas bons match-ups, puis tu joues sur le draw. Puis là, ben, ça se passe pas comme tu veux. Mais il y a ça aussi avec le ID, là. C'est parce que le plus que tu ID, le plus que tu modifies ton classement dans le top cut. Fait que, tu sais, oui, tu vas en laisser rentrer. Fait que, si vous êtes du genre à prendre des ID puis vous êtes un peu nouveau au jeu, regardez aussi où est-ce que vous allez tomber. Puis dis-toi, ben, est-ce qu'une défaite me sort du top 8? Oui ou non? Est-ce que j'ai peut-être un bon match-up? Parce que vous avez une idée ce que votre opponent joue là, quand vous vous rendez un peu plus tard. Puis après ça, ben, vous posez la question de est-ce que ça vaut vraiment la peine de ID puis aller me faire casser en top 8? Parce que les 4 premiers qui sortent en top 8, là, c'est comme s'ils n'avaient pas fait de top cut pendant tout. C'est juste t'es rentré peut-être 1 heure plus tard chez vous, bredouille pareil. Fait que, tu sais, oubliez pas qu'il y a un double tranchant pareil. Avec la 7-5, oui, ça va être différent par contre, top 8. Moi, je suis contre, mais c'est ça. Tu sais, moi, je joue beaucoup. Fait que ID, ça fait partie de la game, je suis habitué à ça, mais je peux comprendre le point de vue à GF aussi, même si je suis pas d'accord, mais je comprends son point de vue. C'est vrai que c'est fâchant, parce que des fois, tu contrôles pas comment tu piges, tu contrôles pas contre qui tu joues, fait que là, finalement, ben, tu te retrouves le 9e seed, puis là, tu essayes de rentrer avec ça, fait que c'est un peu plus ça. Billy, t'allais dire un point pour le prochain set, le top 8? Ouais, ben le top 8, je pense que l'Orcana a annoncé que maintenant, il y allait avoir des prizes pour le top 8 au complet. Ben en fait, ça a été annoncé. C'est pas, ça va dropper la valeur par contre des prix, là, mais. Oui, mais tu sais, on n'a pas encore non plus d'infos par rapport à qu'est-ce que ça va être, parce que puis j'en parlais justement avec un auditeur cette semaine qui disait ben est-ce que ça va tout être des foils? Puis j'ai peut-être l'impression que ça va être 4 non-foils pour le top 8, puis après ça, 4 foils pour le top 4, puis des playmats. Puis tu sais, au début, les gens me disaient, ben non, je pense pas qu'ils ils font pas de foil, mais regardez les promos dans les DLC. Toutes les promos qu'ils ont sur le prize wall sont non-foil. Fait que, est-ce que c'est ce qu'on va voir? Est-ce que c'est ce que l'Orcana nous réserve pour le top 8? Tu vas avoir 4 foils, 4 non-foils, 2 playmats. Est-ce que ça va être différent? Mais au moins, là, le top 8 ne rapporte pas les mains vides, ce qui est quand même cool. S'il y a une différenciation, excusez, je suis d'accord. Je veux dire, c'est le fun que le top 4 AOP de quoi de foil. Comme on dit, on grind tellement pour ces gros tournois-là que c'est le fun d'avoir un prix qui va en valoir. Puis j'ai l'impression que si c'est 8 fois la même carte à quand ça tournoi qu'il y a, tu vas te ramasser avec une promo qui va valoir 50$ au bout de quelques semaines seulement. Ouais, mais je pense que l'Orcana prend un virage aussi où est-ce que il va y avoir 2 scènes. Tu vas avoir la scène locale compétitive où est-ce que ça va être plus social, où est-ce que tu vas aller chercher tes 7 championships. Tu sais, 7 championships, on regarde, tu as 20 joueurs, 30 joueurs maximum. C'est tout le temps la même gang. Fait que, c'est plus du social, c'est plus du casual competitive versus les DLC là, qui prennent de plus en plus d'ampleur. Qui, eux, vont devenir vraiment la scène compétitive par excellence de l'Orcana. Fait que je pense qu'ils commencent à prendre un tournage un peu plus famille au niveau 7 Championship, avoir des enfants qui participent, avoir plus de membres qui joignent à la communauté l'Orcana, puis ça implique pas que tu es obligé d'aller faire des DLC pour avoir des cartes cool que tu veux collectionner, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des collectionneurs aussi qui viennent jouer puis qui essaient d'apprendre à jouer justement pour avoir la chance de mettre la main sur une de ces cartes-là. Fait que je pense que c'est une belle approche que l'Orcana sont en train de faire, de justement faire venir ou d'attirer différents types de joueurs dans les 7 championships. C'est sûr qu'il va tout le temps avoir des pro players dans le 7 championship. On le voit. Il y en a qui vont courir les cartes, puis peut-être qu'ils vont moins les courir si la carte vaut moins cher pour les 7 championships. Parce qu'en ce moment, on se cachera pas qu'il y en a qui font les 7 championships pour faire de l'argent avec les cartes. C'est correct, 100% correct. Mais pour les gens qui en veulent, qui trouvent la carte belle, ben c'est plate pour eux qui ne puissent pas justement avoir la chance d'en gagner une parce que tu as les 8 joueurs qui se promènent et qui ramassent tout. Ouais, ça, c'est un point que tu amènes. C'est quelque chose que j'ai moins aimé, justement, de cette saison-ci des 7 championships. Le fait que c'était sur 4 semaines.
Oui, tu avais plus de temps pour en faire, mais en effet, il y a des joueurs qu'on a vus à toutes les 7 championships. Il y a des joueurs qui ont ramassé 5, 6 top 4. Là. Il y en a au moins 5, 6 au Québec. Là. Je suis content pour eux autres s'ils ont le temps justement d'en faire autant, mais justement, ça enlève la chance à d'autres joueurs. Tandis que quand c'était juste sur 2 semaines, comme le 3e set, c'était que il y en avait plus dans chaque week-end. Fait que c'était, on pourrait dire la force était plus séparée, c'était plus dilué, ce qui fait que tout le monde avait plus de chance. Fait que ça, c'est une question de formule. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais dès que, comme vous le savez, là, dès que tu mets un peu de prix ou d'argent à quelque chose, ben, Ouais. il y a toujours l'aspect monétaire. Fait qu'il y a toujours du monde que s'ils ont le temps, ben, c'est sûr qu'ils vont faire. Ouais, non. Je suis pas fâché contre ça. Là. Comme moi, je me suis dit, moi, j'allais en faire 2 ou 3 regardless. Je voulais me pogner 2 là, 2 tapis, puis que j'en vends un set, puis je me garde un set. Fait que moi, j'aime ça collectionner. Comme j'ai encore mon playset du Store Championship du premier, puis ma promo, même chose. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, si au moins je m'en pogne une autre, ben, je me fais un petit peu d'argent de côté. Mais, tu sais, si j'en gagnais 2 comme j'ai fait, ben, finir en top cut, je ferais pas un troisième. Mais ça, c'est moi, tu sais. Mais dès qu'il y a un peu d'argent, tu sais, puis tu joues bien, là, puis tu es un bon joueur, ben, c'est sûr que tu vas essayer de collecter le plus que tu peux. Puis ouais. Ça coûte tellement cher, ces passants-là, que d'un autre côté, c'est un petit peu compréhensible. Je le cacherai pas, moi, j'étais vraiment fier de faire mon top 4. Puis en même temps, j'étais content parce que mon but, c'était après ça de vendre ma carte afin de pouvoir upgrader mon kit pour le podcast, afin de pouvoir subventionner une partie de mon 7-5. Là. Puis je l'ai pas fait pour l'argent, mais j'étais content parce que ça m'aide justement dans le hobby parce que ça monte assez vite, c'est assez dispendieux. Ouais. Tu sais, on va peut-être en parler aussi dans un prochain podcast, mais les cartes varient beaucoup aussi. Puis, tu sais, on le voit avec Diablo là, qui a perdu énormément on va le dire, là. Il a perdu des plumes, le Diablo, là, dans les dernières semaines. Là. Les prix varient beaucoup. Il y a beaucoup de resellers en ligne. Tu sais, il y a des trucs aussi pour que tu complètes tes playsets. Parce que moi, de mon côté, c'est tout le temps de faire mes playsets en premier. Là. C'est ma priorité de chaque set. Je vais chercher 4 cartes. J'ai pas besoin qu'ils soient foil, j'ai pas besoin qu'ils soient enchanted. Souvent, mes enchanted, je vais les échanger pour aller me chercher plus de cartes. Ouais, toi, je sais que tu veux juste les foils. Mais mon but, c'est d'avoir mes playsets le plus rapidement possible avant justement que ça monte. Puis tu sais, c'est du gamble à prendre. Là. Tu sais, tu peux. J'ai été chanceux parce que j'ai pogné mes. On regarde les 6 sous rouges qui ont monté incroyablement rapide dès que le set est sorti. Ouais. Même chose, les Diablos. Les Diablos, les miennes, je les ai payés 20$ parce que la première fin de semaine, personne ne voyait ça. Fait que, tu sais, oui, il y en a que j'ai payé un petit peu plus cher. Là. J'ai payé des Queens à 10$, à 9$. Ouais. Mais en average, t'as gagné. Je vais souvent me chercher mes playsets dès le départ avant les premiers tournois parce que après ça, c'est là aussi que le top 10, puis il y a tellement de spéculation à ce qui va être bon. Là. On voyait tellement de choses qui allaient être OP dans le 7-4, puis finalement on regarde, puis on est comme. Puis si vous avez une expérience. Vas-y. Non, c'est ça, excuse Billy. Si vous avez aussi une expérience de TCG, puis vous voyez un peu c'est quoi les cartes qui vont être bonnes, il y a des sites, là, Gamekeeper, je pense pas le Carta, mais je sais que Gamekeeper l'ont déjà fait, puis peut-être le Top Deck de Laval, ils l'ont déjà fait, mais ils vous laissent pre-order des cartes des fois, puis si vous avez une idée du TCG, vous pouvez déjà faire des pre-orders. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, parce que souvent, ça va vous coûter moins cher que d'acheter des booster box, pre-order les cartes que vous pensez. Là, comme Billy disait, là, Diablo était dans les environs de 20-30$. Moi, j'ai pre-order mon playset à 30$. Puis j'ai pre-order mes 6 sous euros. Il était 8 à 12$ ce week-end-là. Là. Moi, je les ai toutes pre-order. Dès qu'il a gagné le Set Championship, je pense que j'en avais 6 avec toutes les boîtes que j'ai ouvertes. 6 de plus. Fait que genre, j'ai revendu mes 6 de plus à 50$ chaque pour subventionner que ce soit des foils ou que ce soit d'autres playsets puis tout ça. Fait qu'il y a aussi l'option de pre-order si jamais vous avez l'argent puis si jamais vous avez une idée de c'est quoi les cartes qui devraient être bonnes, là, comme, ou qui vont être populaires. Parce que la popularité fait monter on parle pas, on dit pas en ce moment achetez toutes les cartes, dépêchez-vous de tout acheter. Au contraire, c'est plus regardez votre playstyle. Puis je joue avec beaucoup de monde, là. Je fais souvent 2 magasins. Là. Puis regardez votre playstyle. C'est important aussi ça sert à rien d'aller acheter du bleu, du gris si vous voulez tout le temps jouer du rouge mauve ou si vous voulez jouer du gris gris mauve ou whatever, du jaune gris. Achetez pas du rouge.
sais. C'est comme moi, je suis le revendeur autorisé de Ember dans notre groupe. Je le joue pas, puis je pense jamais le jouer. Je pogne du Ember. Je dis, est-ce quelqu'un qui a vu, j'ai la trade ou j'avance, puis... Parce que c'est ça, tu sais, me m'amener. Allez chercher les cartes que vous avez besoin. C'est ça. Des fois, c'est juste ça. Là. Exact. Dernier petit point qu'on avait aujourd'hui. On a la conclusion, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres topics que vous vouliez parler. Je sais qu'on a parlé un petit peu de 7-5, on a parlé des 7 championships. On peut peut-être parler là, de Toronto. Ça s'en vient bientôt. Avez-vous des conseils à donner aux gens qui commencent à se préparer ou qui veulent arriver là-bas? Je pense qu'on en a déjà parlé un peu, mais là, c'est le moment, là, guys, de vraiment activer sur achetez-vous une boîte de sleeves tout de suite. Ayez vos sleeves prêtes, ouvrez-les pas, mettez-les dans votre sac que vous allez amener à Toronto. Préparez vos playmats, préparez des affaires que vous pouvez mettre de côté tout de suite pour ne pas les oublier. C'est un deck box. Des barres tendres. Ouais, j'attendrai peut-être un peu pour les bâtons, parce que c'est dans 3 semaines. Ouais, c'est encore de fois, c'est 2-3 mois, là, la date de péremption, mais... Ouais. Mais... Puis un conseil de jeu, vous êtes mieux d'être capable de jouer contre Ruby Améthyst. Ça va sûrement être, avec la perte de Bucky, ça va sûrement être le deck le plus représenté, c'est le deck le plus budget. C'est le deck que ça fait longtemps que c'est dans la méta. Fait que le monde, 3/4 du temps, ils ont déjà les cartes. Fait que le monde qui n'ont pas beaucoup de cartes, ils vont se retomber sûrement sur Ruby Améthyst parce que ça fait longtemps que c'est là. Fait que j'ai déjà mes cartes, tant qu'à y être, je vais le faire, puis je vais l'amener. Fait que vous êtes mieux d'être capable de jouer contre Ruby Améthyst ou de savoir jouer. Fait que même pas d'avoir un deck qui est bon nécessairement, mais de vous, en tant que joueur et votre style de jeu, le deck que vous allez amener, vous êtes mieux d'être capable de jouer. De regarder les lignes de jeu et les playstyles, effectivement. Mais tu sais, commencez à préparer vos affaires de qu'est-ce que j'ai besoin, puis mettez-les de côté si vous ne pensez pas rejouer, ou si vous avez des cartes en double ou en triple ou en quadruple, commencez à les mettre de côté, mettez ça dans votre sac à dos de jeu. Je vous conseille d'amener justement sur place un sac à dos. Parce que tu as tout le temps du stock à traîner, bouteille d'eau, collation, deck, box, dice, des accessoires. Vous allez sûrement faire des achats sur place. Vous voulez pas laisser traîner ça partout. Mais ouais, fait que tu sais, des sleeves, des accessoires, crayons, papier, amenez 2-3 crayons, des pads. Il y a des pads, là, vous pouvez aller dans des boutiques, ils ont des pads pour justement compter les lures. Il va falloir préparer ça aussi. Puis, dépendamment aussi comment vous vous déplacez jusqu'à là-bas. Je sais qu'il y a des gens qui vont en avion, d'autres en train, d'autres en voiture. Donc, ça limite aussi ce qu'on peut traîner avec nous. Moi, c'est sûr que de mon côté, je vais traîner mes cartables de Play7, mais en avion, ça se traîne un petit peu moins bien parce que ça pèse quand même un 30-40 livres, cette affaire-là. Fait que, ça limite les cartes que vous pouvez amener. Fait que ça veut dire que votre deck doit être déjà rodé, déjà pensé, déjà joué à l'avance. Donc, c'est ça. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Je pense que ça va nous mener directement à la conclusion. Mais vous pouvez toujours nous écrire, envoyer vos questions, vos commentaires. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier auquel on parle jamais ou qu'on touche pas, vous pouvez nous écrire au lesuninkables@gmail.com. On essaye de répondre normalement là, d'une façon assez fréquente et rapide. Là. Souvent, c'est JF, moi ou Dan qui va vous répondre. Mais n'hésitez pas. Des topics que vous voulez qu'on discute, ou vous avez des inquiétudes par rapport au 7-5, ou il y a des choses que vous ne savez pas trop comment approcher ou comment vous préparer, ça va nous faire plaisir de vous répondre ou même d'en parler dans le prochain podcast. Puis, on devrait, comme je disais, faire un autre chronique cette semaine. Un petit peu plus, je pense que la chronique va être juste sur YouTube, celle-là, parce qu'il va y avoir beaucoup d'images. On va passer au travers les cartes. On va les expliquer. Je pense que c'est important de les expliquer aussi. Puis c'est une affaire que je trouvais le fun, justement, avec Pokémon que je faisais dans le temps. C'est de passer chaque carte puis expliquer la carte. Tu sais, vraiment, qu'est-ce qu'elle fait. C'est quoi les tricks ou les aspects qu'on voit peut-être pas quand on la lit rapidement. Fait que on va faire ça peut-être mercredi ou jeudi. Puis on va poster ça peut-être en fin de semaine pour que les gens puissent écouter avant le release du 9 août. Les boys, merci pour votre temps. Puis on se dit bonne soirée et à la prochaine. Bonne soirée les lorcaneux et les lorcaneuses. À la semaine prochaine.